Donc le programme général, je disais, sur lequel nous allons partir est le suivant. Euh, L'objectif du premier atelier aujourd'hui, c'était 1763-1825, le processus de conquête de l'indépendance avec le nord et le sud. Comme je vous le disais, aujourd'hui, nous ne ferons pas trop le sud. La deuxième partie, le deuxième atelier, donc 1825-1898, où nous allons voir la question de l'identité nationale dans les différents États, avec principalement les États-Unis au nord, donc bien sûr, on parlera un petit peu aussi du Canada, et au sud, la question également de l'identité nationale, quoi faire après l'indépendance. À moins que vous ne me le demandiez de façon express, enfin à moins que vous ne m'en fassiez la demande, il est probable que je passe beaucoup plus de temps sur les États-Unis que sur le reste du continent. Bon, déjà parce que c'est un grand pays, mais aussi parce que tout simplement d'un point de vue personnel, c'est le pays avec lequel historiquement j'ai le plus d'affinités et de connaissances. Donc voilà, j'ai plutôt tendance à aller piocher mes exemples de ce côté-là et à parler de ce pays-là. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas. Alors, il va falloir revenir un petit peu en arrière. Je sais que ce cours est censé couvrir le 19e siècle. Néanmoins, avant le 19e, il y a eu le 18e et il va falloir que je vous en parle un tout petit peu. De 56 à 63, c'est la guerre de 7 ans. Souvent considéré comme le premier grand conflit mondial. Euh, Ce conflit a des conséquences très importantes en ce qui nous concerne. Premièrement parce que, puisqu'on parle de l'Amérique, la France perd son empire colonial, ce qui implique toute l'Amérique du Nord. Et l'Angleterre voit donc sa mainmise renforcée sur les mers, sur l'Amérique du Nord bien entendu, hein, ils ont l'intégralité du Canada en plus des colonies. Néanmoins, le conflit a coûté très 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 cher. Vous voyez ici sur cette carte une représentation de certaines des grandes batailles qu'il y a eu. Comme je vous le disais, on peut considérer ce conflit comme la première guerre mondiale. On n'est pas obligé d'attendre le XXe siècle avec 14-18. Là, on a quand même l'exemple d'un conflit qui a eu lieu sur au moins trois continents différents. Quatre, pardon, excusez-moi. Mais comme je vous le disais, ce conflit a coûté très cher, il a coûté extrêmement cher, et tous les protagonistes, qu'ils aient gagné ou perdu à la fin, en sortent ruinés. Donc l'idée c'est vraiment que les principaux participants, les principaux belligérants, sont à sec. Voilà l'état de l'Amérique du Nord avec le Mexique avant ce conflit. Vous avez en bleu le Canada, mais également la Louisiane, donc possédée par la couronne française. En rouge et en violet, les possessions anglaises, donc ici la Grande-Bretagne, hein. Les 13 colonies, la baie d'Hudson, Terre-Neuve et l'Acadie, une partie. Les Espagnols sont présents en Floride, au Mexique actuel, et ils poussent une très grande partie ici dans le centre des États-Unis. Même une partie de la Californie qui n'est pas représentée ici, mais qui est contrôlée, enfin qui est connue par les Espagnols. À ça, on pourrait rajouter tout en haut au nord les Russes en Alaska. Ces territoires sont peuplés de manière très diverse. En ce qui concerne le Canada, enfin l'Amérique française et les 13 colonies, on estime que dans les 13 colonies, on a entre 1,5 million et 2 millions d'habitants. Alors ça paraît faible aujourd'hui, mais c'est quand même beaucoup de personnes. Sur l'ensemble du Canada français, on a 75 000 personnes. Et sur ces 75 000 personnes, il y en a probablement les trois quarts qui sont concentrés entre Québec et Montréal. Donc ça fait relativement peu. À la suite de la guerre de 7 ans, donc, au traité de Saint-Germain-en-Laye, en 1763, voilà à quoi ressemble la partie qui nous intéresse, ou la partie dont je vais parler aujourd'hui, à savoir les 13 colonies. On a donc nos 13 colonies américaines, et, comme vous pouvez le constater, les Français ont été évincés de cette carte, et les Espagnols ont perdu la Floride. C'est à ce moment-là que tout commence. Cette zone, la réserve indienne,
que vous voyez représenté, c'est le territoire qui a été pris aux Français. Les colons américains considèrent que, comme ils ont participé à la guerre de 7 ans, comme ils ont combattu aux côtés des Anglais, eh bien, ils souhaiteraient pouvoir utiliser ces terres pour s'étendre. Le problème, c'est que les Anglais, eux, voient ça d'un autre point de vue. Ils ont agrandi leur territoire, ils ont rajouté la province de Québec à leur colonie d'Amérique du Nord, mais surtout, ils ont remporté la guerre de 7 ans sur le théâtre américain grâce aux Indiens, grâce à leurs alliances avec les tribus indiennes. Et le roi George III va donc essayer de ménager la chèvre et le chou. Il va réserver les deux provinces que vous voyez au sud, l'ouest et l'est de la Floride. Il va les réserver aux colons, leur permettant de s'installer là s'ils le désirent. En revanche, toute la zone que vous voyez en jaune, elle est réservée aux Indiens, en remerciement de leur alliance. De plus, l'alliance militaire avec les Indiens lui permet aussi de surveiller les Espagnols qui restent toujours présents en Louisiane. Le problème, c'est que les Américains, eux, qui souhaitaient s'étendre vers l'ouest, comme je vous le disais, 2 millions d'habitants, on trouve que c'est peuplé, eh bien, les colons américains, eux, ne sont pas très contents. Est-ce que ça va pour l'instant? Ok. Donc, je récapitule grosso modo. En 1763, certes, on a un nouvel espace qui s'ouvre pour les colons, mais cette volonté d'expansion de leur part se heurte principalement à l'impératif militaire des alliances amérindiennes pour les Britanniques. Okay. En 1763 donc, quelques mois après le traité de paix, les Britanniques, le roi britannique, publie ce qu'on appelle la proclamation royale de 1763, dont l'objectif est, comme je vous le disais, de stabiliser les relations avec les Amérindiens, de réguler l'acquisition de nouvelles terres, puisque c'est pour ça que l'ouest et l'est de la Floride sont réservés aux colons, mais également de réguler la traite des fourrures. Alors, ça va vous paraître un détail, la traite des fourrures, mais sachez que la peau de castor et la fourrure de castor, c'est un bien que l'on s'arrache, c'est un bien de luxe pour faire des manteaux, des chapeaux, etc. Et ça vaut très 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 cher. C'est presque comme la soie d'Inde. Enfin, c'est vraiment un produit important dans l'économie des colonies américaines. Donc, réguler la traite de la fourrure, ça devient de plus en plus important parce qu'il y a beaucoup de concurrence entre les compagnies, mais aussi parce que la traite des fourrures, euh, comme vous pouvez le voir, bah, comme il faut passer par les réserves indiennes, ça nécessite des accords avec les tribus autochtones. Donc c'est aussi une volonté de la couronne britannique de stabiliser tout ça. Le truc, c'est que en plus de cet espoir de colonisation, d'étendre et d'obtenir de nouvelles terres de la part des colons qui se retrouvent un peu déçus, eh bien, les Britanniques publient consécutivement deux actes, deux lois. La première, le Sugar Act, se passe donc l'année suivante, en 1864, où par la publication de cette loi, les Britanniques décrètent que seuls les navires qui, sont, qui proviennent des colonies britanniques des Antilles ont le droit de venir commercer le sucre en, dans les ports américains. Alors ça ne concerne pas que le sucre, je crois qu'il y a aussi la mélasse, il y a plusieurs produits dérivés à base de sucre, ça concerne le rhum également, il est question à un moment de l'étendre au bois et au métal. Bref, les colons britanniques se retrouvent, les colons américains pardon, se retrouvent obligés de payer des taxes sur des produits que eux considéraient comme de première nécessité. L'année suivante,
attendez, excusez-moi. Donc l'année suivante, le Stamp Act est voté. Le Stamp Act, c'est une autre forme de taxe qui est mise en place. Et pour le coup, c'est une taxe sur tous les documents administratifs. Mais vraiment tout. C'est-à-dire que depuis... En fait, c'est quasiment comme un ticket de caisse. C'est quasiment comme une TVA avant l'heure. Et bien sûr, ça énerve énormément les Américains. Des associations secrètes commencent à se créer. La plus connue d'entre elles est celle des Fils de la Liberté, dont je vous reparlerai dans peu de temps. Vous avez sur l'écran à gauche une caricature britannique qui met en avant les patriotes américains, là, les Fils de la Liberté. Alors vous reconnaissez derrière, si vous prenez un peu d'avance, la scène dans laquelle les patriotes américains vont jeter du thé dans le port de Boston. Et au premier plan, on voit un collecteur d'impôts britannique qui a été préalablement recouvert a priori de goudron et de plumes, à qui des patriotes sont en train de faire boire du thé de force. Et en arrière-plan, on a l'arbre de la liberté. Les Américains, donc comme je vous le disais, on va les appeler les Américains pour simplifier, sont assez remontés contre ces taxes, surtout que plusieurs d'entre eux pointent de manière très nette que ces taxes, le produit de ces taxes, n'est pas employé pour l'aménagement des colonies américaines, mais pour l'entretien des forts britanniques à la frontière qui justement permettent aux Britanniques de contrôler la traite des fourrures. Donc entre le Sugar Act, le Stamp Act qui est paru comme complètement arbitraire de la part des patriotes et les restrictions sur le commerce des fourrures, le mécontentement commence à gronder. On a vraiment, enfin, il y a cette idée, selon plusieurs patriotes, que les Britanniques sont en train d'inventer le plus de taxes possible pour finalement les taxer et renflouer leurs caisses. Donc, je vous avais dit que cette guerre, la guerre de 7 ans, avait coûté très 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 cher à tout le monde. Donc suite à ces deux taxes coup sur coup, on est quand même sur un enchaînement. Donc 63 la proclamation, 64 taxe sur le sucre, 65 sur à peu près tout ce qui est taxable. Plusieurs assemblées se réunissent de manière illégale dans les colonies qui refusent de payer ces taxes. Il y a des associations qui, comme je vous le disais, les Fils de la Liberté en est un exemple, se mettent en place en disant non, nous refusons de payer ces taxes injustes. Elles appellent au boycott de tous les produits britanniques et l'idée commence à se répandre que finalement, puisque les colons britanniques ne sont pas représentés au Parlement britannique, après tout c'est une colonie, et bien comme ils ne sont pas représentés, ils ne devraient pas payer de taxes. Cette phrase de taxation without representation, elle fait explicitement référence au Bill of Rights anglais, à un texte que les Anglais ont adopté dès la fin du XVIIe siècle, dans lequel ils disent que les taxes sont illégales en substance si elles n'ont pas été approuvées par le Parlement. Sous-entendu, le Parlement étant censé représenter le peuple. Là, les colons américains retournent cet argument contre les Britanniques en disant que, eh bien, puisqu'ils ne sont pas représentés au Parlement, il n'y a aucune raison qu'ils acceptent de payer les taxes. Face à la montée très rapide du mécontentement, ces lois, donc le Sugar Act et le Stamp Act, sont abrogées par le Parlement britannique. Les restrictions sur la colonisation sont toujours appliquées, mais en tout cas, ces deux taxes extrêmement impopulaires sont abrogées. Le Sugar Act, oui, c'est 64. Alors en fait, il y avait déjà une forme de Sugar Act, puisque de manière générale, le commerce des colonies est contrôlé par la métropole, mais en 64, disons que son effet est largement amplifié. Mais je crois il existait déjà une taxe similaire depuis au moins une dizaine d'années. Mais là, elle est augmentée, donc c'est ça. Si je reviens en arrière, hop. Ah, je ne peux pas. Bien. Donc,
Ok, bah, je ne peux pas revenir en arrière. Très bien. Euh, donc si la question des taxes, elle est momentanément réglée, puisqu'elles viennent d'être suspendues, les questions qui sont nées de cette crise, et notamment cette fameuse question de la représentation au Parlement, eh bien ces questions-là, elles ne sont pas réglées. Alors, on pourrait croire que ça va bien aller, que la métropole britannique se dit, bon, ok, peut-être que finalement les colons ont participé à la guerre, plusieurs d'entre eux se sont engagés, peut-être que les taxer maintenant n'est pas une bonne idée. Eh bien non. L'année suivante, donc en 1765, est publié le Quartering Act. Concrètement, c'est un nouvel impôt dans lequel les colons américains sont censés financer les hommes de troupe que les Britanniques envoient pour maintenir l'ordre. Le truc, c'est que, comme je vous disais, la paix a été signée en 63, et que les patriotes américains, les colons américains, eux, ne voient aucune raison à ce que les Britanniques maintiennent des troupes sur leur territoire. Et le fait que, en plus, ce soit aux colons de payer pour l'entretien de ces troupes, c'est un petit peu inadmissible. On a vraiment de fortes racines fiscales dans cette révolution américaine. La contestation est relancée de la part des Américains, qui se réunissent de plus en plus, commencent à former des assemblées dans les différents États et commencent à se discuter de plus en plus de mesures radicales à prendre pour que les Britanniques changent d'avis. Le Parlement britannique réagit en suspendant les assemblées coloniales qui existaient et en instituant de nouvelles taxes. Encore. Donc, le roi George III, comme je vous le disais, décide de répondre aux protestations des colons par une démonstration de force et en imposant littéralement sa volonté. Parce que, après tout, je veux dire, si vous regardez ces tableaux, il est quand même super beau gosse. Et c'est une région largement suffisante. Alors, tout cela nous amène à différentes manifestations. Tout cela nous amène à un renforcement de la présence militaire britannique dans les colonies. Et tout cela nous amène à une propagande incroyable. Le massacre de Boston, aussi connu sous le nom de Bloody Massacre, comme vous l'avez ici, a lieu le 5 mars 1770. À l'initiative de plusieurs associations secrètes américaines, donc les Fils de la Liberté par exemple, plusieurs manifestants protestent de manière véhémente contre la présence de soldats britanniques dans la ville. La manifestation prend de l'ampleur. À l'époque, on n'avait pas inventé le bouclier anti-émeute, les grenades de désencerclement, et il se trouve que les troupes qui sont sur place paniquent. Qui a tiré le premier? Est-ce qu'il y a eu un pavé de lancer quelque part? Bref, on ne sait pas. Toujours est-il que un coup de feu éclate, la panique se répand des deux côtés, les hommes de troupe font feu sur la foule qui est rassemblée, et plusieurs personnes trouvent la mort. Ces personnes ont été érigées en quasi martyrs de la Révolution américaine, qui pour certains commence précisément à ce moment-là. Vous avez ici les noms de tous ceux qui sont morts, comme je vous disais, on retient le nom des martyrs. Le tocsin sonne dans la ville, la grosse cloche qui est censée appeler la foule à se rassembler en cas d'attaque ou éventuellement en cas d'incendie. La nouvelle se répand dans toutes les colonies et Paul Revere, imprimeur dont je reparlerai également, diffuse une reproduction de gravure de l'événement qui contribue à faire pencher l'opinion des colons contre les Britanniques. La gravure en question est celle-ci, celle que vous avez en arrière-plan. Vous avez ici la version un peu moins colorée de la gravure. Et c'est l'une des premières images de propagande à grande échelle, tout en sachant que
on est là à la fin du XVIIIe siècle et que le mot propagande s'emploie avec d'énormes guillemets. Mais étant donné que cette image montre une version, la vision des manifestants, qu'elle est intitulée, vous le voyez en haut, The Bloody Massacre, elle contribue en plus à jouer un rôle décisif dans dans la formation de l'opinion publique. On peut effectivement la considérer comme un prototype de propagande. Elle est vraiment diffusée à grande échelle, etc. Si vous regardez d'ailleurs la représentation de ce massacre, il est dit dans le texte que le sang des victimes tachait la neige, etc. Bon, il ne neigeait pas ce jour-là, et si vous regardez attentivement, tous les représentants sont blancs. Tous. Bon, à part peut-être le chien ici. Mais tout le monde est blanc sur cette image. Alors que le dernier que j'ai mentionné ici, Crispus Attucks, c'est lui. Et lui c'est pas un blanc. Lui c'est un ancien esclave qui s'est échappé, qui travaillait comme manutentionnaire dans le port, qui se trouvait là dans les manifestants et qui effectivement est mort ce jour-là. Et pourtant il n'est pas représenté. Donc, ça va jusqu'à maintenant, c'est bon? Parfait. Donc pour faire ça rapidement, hein, l'opposition, comme je vous le disais, se radicalise, les opinions deviennent de plus en plus hostiles à la présence britannique, et en mai 1773, la Compagnie anglaise des Indes orientales obtient le droit de vendre son thé aux colonies sans taxe, ce qui lui permet de renforcer le monopole commercial qu'elle possède déjà. C'est un petit peu comme le Sugar Act, si vous voulez, mais avec le thé. Donc effectivement, ça commence à faire beaucoup de taxes du point de vue des colons américains. Et le 16 décembre, donc quelques mois plus tard, des colons, des membres de cette association, hein, des Fils de la Liberté, déguisés en Amérindiens, envahissent le port de Boston et, devant une foule en délire qui les applaudit, jettent plus de 300 caisses de thé à la mer en signe de protestation. C'est le, pardon, euh, je vais y arriver. C'est le moment de l'histoire américaine qui est connu comme le nom de la Boston Tea Party, et c'est à ce moment précisément, hein, d'opposition violente contre une tutelle étrangère que fait référence par exemple la création du mouvement d'extrême droite, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça, américain, du Tea Party. Voilà, c'est un jeu de mots entre le terme de le, pardon, le double sens du terme party en, en anglais. Donc cet événement, s'il n'a pas une grande importance, en soi, hein, on parle de 300 caisses de thé, c'est pas non plus ça qui va ruiner un empire, et par contre, symboliquement extrêmement puissant, puisqu'il s'agit d'un rejet très très clair de toute forme d'autorité britannique. Et puis en plus, c'est du thé. Je veux dire, on parle quand même du thé. Britannique, le thé, quoi. C'est quand même. Voilà. Bref. George III, donc, est très énervé, comme vous pouvez vous en douter, puisque on vient carrément là de remettre en cause le modèle même de l'Angleterre. Les positions sont de plus en plus irréconciliables. Les patriotes mettent en place différents comités pour coordonner l'opposition, pour mettre en place un boycott total de l'ensemble des produits britanniques, pour contrôler la diffusion de ces produits sur leur sol et les détruire si besoin. Et en 1774, le premier congrès continental se tient à Philadelphie. Il réunit des représentants des colonies, hein, des différentes colonies, des 13 colonies, et c'est considéré par beaucoup d'historiens comme le point définitif de non-retour dans les relations entre métropoles, donc entre le Royaume-Uni et ces colonies qui apparaissent vraiment entamer ici un processus de divorce.
La guerre d'indépendance commence l'année suivante et non pas suivant, en 1760. Le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis est signée et George Washington prend la tête des milices des différents États qui sont assemblés en armée continentale. Il y a dans les colonies américaines une tradition de Minutemen, c'est-à-dire littéralement hein, les hommes minutes, c'est-à-dire que en raison de la présence des Français avant la guerre de 7 ans, de la présence des Indiens à la frontière, des milices sont créées dans chacune des 13 colonies et ces milices sont constituées en fait de volontaires ou de propriétaires qui ont une double casquette, celle de miliciens et de fermiers. Et le Minutemen, c'est parce qu'ils sont censés être prêts en 1 minute s'ils entendent le fameux tocsin, la fameuse cloche qui appelle au rassemblement. Alors être prêt en 1 minute, ça implique d'avoir une arme. Et ça implique d'avoir une arme chez soi. Si vous avez ça en tête, vous comprenez d'une manière un petit peu différente l'attachement que certains Américains portent au fameux deuxième amendement des États-Unis. Puisque, de leur point de vue, cet amendement est ce qui a permis à la Révolution américaine d'avoir lieu, puisque c'est grâce à cet amendement que les insurgés, hein, les patriotes, ont pu s'armer et constituer ce qu'on a appelé l'armée continentale. Donc c'est George Washington qui est à la tête de cette armée. George Washington, pour la petite histoire, c'est un ancien officier britannique, enfin c'est un colon américain, mais qui a fait carrière dans l'armée, donc il était officier dans la milice de Virginie, et il fait partie du régiment qui a tiré les premiers coups de feu qui ont débouché ensuite sur la guerre de 7 ans. Voilà. Donc, cette guerre d'indépendance déclarée en 1775 se poursuit, alors le Marco, oula, donc se poursuit avec des hauts, avec des bas. En 1777, la France accepte de soutenir les États-Unis en guerre contre leur métropole et elle devient officiellement le premier pays à reconnaître l'existence de cette nation. Le Maroc est le premier pays officieusement à avoir reconnu l'existence des États-Unis, puisque en 1776, je crois, un bateau, euh, un bateau en fait américain demande à se réfugier dans un port marocain, et comme il n'est pas un bateau anglais, le Maroc l'accepte et enregistre son nom dans le registre du port en tant que bateau américain. Donc c'est pour ça que le Maroc est souvent cité comme étant le premier pays à avoir reconnu l'existence officielle des États-Unis. Néanmoins, cette reconnaissance officielle n'a lieu que à la fin de la guerre d'indépendance. C'est la France le premier pays à avoir signé officiellement un traité donc, avec les États-Unis. D'abord, c'est Lafayette qui rejoint les colonies américaines, puis ensuite le roi envoie un régiment et plusieurs bateaux. Donc vous avez ici une carte qui représente les principaux affrontements de ce conflit. Il y a des hauts et des bas. Le début du conflit est plutôt favorable aux rebelles, aux insurgés américains. Les quelques années qui suivent voient un retour en force des Britanniques, principalement sur la côte. Les armées rebelles se tiennent surtout à la frontière. Et on a un retour en force des opérations avec le soutien des Français. Donc, je vous disais, les opérations militaires sont difficiles pour les troupes des patriotes, qui sont des volontaires, qui sont animés de courage et de motivation, mais à l'époque, l'armée britannique, c'est quand même pas n'importe quelle armée, hein, ce sont des professionnels, et les volontaires américains, eux, manquent d'entraînement, d'équipement, de discipline, bref, d'à peu près tout, même de chaussures. L'armée continentale de Washington dont je vous parlais, sur le papier, elle compte normalement 90 000 recrues, 90 000 hommes, mais si vous regardez l'évolution du conflit, à aucun moment Washington n'en a eu plus de 17 000 sous ses ordres, donc ça vous donne un peu une idée de la difficulté de maintenir
ces volontaires ensemble. Entre les maladies, les désertions, les blessures, etc., les conditions ont été très très compliquées. Euh, cette, ces difficultés de la campagne ont là aussi été magnifiées dans l'histoire américaine, ce qui n'est pas sans rappeler, je me permets ici un clin d'œil, à d'autres pays qui magnifient certains épisodes peu glorieux ou douloureux de leur histoire. Lafayette finit par arriver avec les Français et, excusez-moi, et en 1781, pendant que les Américains et leurs alliés français font le siège de la ville de Yorktown, les navires de la marine royale que vous voyez ici infligent à leurs homologues britanniques une défaite dans la baie de Yorktown. Cette défaite est extrêmement importante puisque la ville de Yorktown ne peut plus être ravitaillée et elle signe donc la reddition de l'armée de Cornwallis qui était dans cette ville. Et puis c'est quand même une victoire navale française contre les Anglais, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire donc on peut la souligner. Cette victoire de Yorktown joue donc un rôle majeur dans le processus d'indépendance de la jeune nation américaine, puisqu'avec la prise de Yorktown, c'est l'ensemble des positions britanniques qui sont à terme menacées et la fin de la guerre qui se fait voir. Le général Cornwallis, donc finit par capituler. Et vous voyez ici sur cette image une représentation de la capitulation finale, avec d'un côté le drapeau français, de l'autre le drapeau américain, soulignant ainsi l'alliance entre les deux pays dans cette bataille. Le 3 septembre 1783, officiellement, ça y est, les États-Unis sont reconnus en tant que nation par le monde. L'Angleterre reconnaît sa défaite face à ses colonies, face à son ancienne colonie, et reconnaît de facto donc leur indépendance. En parallèle, le traité de Versailles est signé qui règle les modalités de la paix entre l'Angleterre et la France. Bon, pas grand chose à dire là-dessus, hein. La France récupère 2-3 territoires, mais enfin des îles dans les Antilles, mais rien de fondamentalement énorme. Par contre, la France, ça leur a coûté très, 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 très cher. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, vous trouvez sûrement que ça fait très soviétique, hein, cette peinture que vous voyez à gauche, puisque on voit bien représenter ici les membres de la délégation américaine. Vous aurez probablement reconnu ici Benjamin Franklin. Mais par contre, à droite, sur la partie où devraient siéger les membres de la représentation de la délégation britannique, eh bien il n'y a personne. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce que cette peinture semble à moitié finie? Eh bien parce que les représentants de la délégation britannique ont refusé de poser. Bon, ce qui éventuellement peut se comprendre, mais voilà, comme ils ont refusé de poser, bah, ils n'ont pas pu être représentés, donc l'artiste a interrompu sa peinture. Voilà, c'est pour ça que je vous ai rajouté, hein. Ici se trouve la délégation britannique qui n'est pas du tout fair-play, hein, qui ne reconnaît pas vraiment sa défaite. Et d'ailleurs, sur la partie droite de mon écran, vous avez représenté donc la reddition de Cornwallis à Washington, Cornwallis étant le général britannique. Bon, et bien cette il s'agit ici d'une reconstitution puisque dans la réalité le général Cornwallis s'est fait passer pour malade parce qu'il ne voulait pas. Euh, je me suis trompé, j'aurais dû la mettre sur celui Cornwallis. Oups, petite erreur. C'est bien lui, celui en rouge Cornwallis. Donc Cornwallis n'a pas voulu être présent le jour de la reddition et donc il a envoyé son aide de camp
prétendant qu'il était lui-même malade. Donc, en 1783, on a donc notre jeune nation américaine qui est née. Maintenant, la question se pose de savoir pour qui est-ce qu'on a fait la révolution, qui y a participé, et puis quels étaient les objectifs, quels sont les principes de la révolution, quels sont les termes avec lesquels on va définir cette révolution. Quand on dit que tous les hommes sont égaux, ben, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que ça veut dire égaux? De qui on parle exactement? Au début, vous voyez que la première constitution, enfin la première ébauche du système politique états-unien met en avant la propriété. Donc, quand j'insistais autant sur les racines fiscales de la contestation, vous voyez ici que ceux qui détiennent le pouvoir dans la première mouture de cette République américaine, ce sont les propriétaires. Il n'y a que deux États, le Vermont et... j'ai un trou de mémoire pour le deuxième. Je crois que c'est le... Je crois que j'ai envie de dire le Kentucky, mais j'ai un doute. Je vérifierai, je vous dis ça la semaine prochaine. Enfin, je vous dis ça la prochaine fois qu'on se voit. Donc, il n'y a que deux États qui autorisent tous les hommes à voter. Sinon, les autres, c'est uniquement les hommes propriétaires qui payent un impôt, donc un vote censitaire. Bon, finalement, assez rapidement, dans les années 30, tous les États vont passer à une forme de suffrage universel, sous-entendu suffrage universel, qui n'implique ni les femmes, ni les Indiens, ni les Noirs. Voilà. Donc certaines idées sont maintenues, par exemple les grands électeurs sont ici pour rappeler le rôle très 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 important joué par les associations différentes et les congrès de chaque État qui en fait ici sont vus comme une forme de filtre entre la volonté populaire et la traduction de la volonté populaire en réalité politique. À l'origine, les grands électeurs, ils ne sont pas censés être affiliés automatiquement à un parti, ils sont là pour entre guillemets, donner un avis éclairé. Aujourd'hui, à partir du moment où un État est gagné, il est très très rare que les grands électeurs de l'État en question votent pour un autre candidat que celui de la couleur de leur parti. Donc aujourd'hui, le système des grands électeurs dans les États américains est un petit peu difficile à comprendre, même s'il n'est pas forcément facile à comprendre dans ce schéma-là. Ici, en fait, ça vous permet d'en comprendre l'origine. C'était censé être un filtre. Donc, si je résume de manière grossière et rapide ce que je vous ai dit sur l'indépendance américaine, la paix de 1763 ouvre une crise. Cette crise, elle se double d'une révolte fiscale. Cette révolte fiscale, elle déboutit sur un conflit, et ce conflit, paf, ça fait des chocs à pic. Non. Ce conflit, il se transforme en guerre d'indépendance. Cette guerre d'indépendance, elle est finalement gagnée par les insurgés, grâce à l'incompétence des Britanniques, certes, l'aide des Français, mais aussi et surtout la ténacité de l'armée continentale de Washington. Néanmoins, comme je vous le disais, de très nombreuses questions sur le devenir du pays demeurent en suspens. Il est très probable d'ailleurs que cette révolution américaine, cette indépendance, finalement, elle ait apporté plus de questions que de réponses. D'ailleurs, à propos de questions, est-ce que vous en avez? Non? Ok. Alors, puisque vous n'en avez pas, pendant ce temps-là, je vous ai dit que ça avait coûté cher à la France, cette guerre contre l'Angleterre. Alors, ce qui a coûté cher à la France, c'est pas tant l'aide que les Français ont apporté aux Américains. Ok, ça a coûté cher. Non, non, ce qui a coûté surtout très très cher, c'est la guerre contre l'Angleterre, parce que aider les Américains c'est une chose, mais il fallait aussi faire la guerre contre l'Angleterre. Quoi qu'il en soit, l'engagement de la France aux côtés des insurgés américains aboutit à une ruine quasi totale. Or, je vous ai dit, je vous rappelle ce qu'on a vu au début du cours, que la France était déjà ruinée avec la guerre de 7 ans. Donc quand vous êtes ruiné et que vous êtes en plus ruiné, ça commence à devenir très difficile. On a beau mettre en avant le fait que ouais, on a battu les Anglais, ça remplit pas l'assiette. Il y a un moment, on a faim. Bon, la Révolution française est une conséquence
de cet appauvrissement. Là, je caricature, hein, vous ne m'en voudrez pas, je pense que vous connaissez un minimum les événements de la Révolution française. Donc voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais toujours est-il que donc 1789, la Révolution française débute. Cette Révolution française, si on accélère, elle débouche sur un empire, celui de Napoléon, et vous n'êtes pas sans savoir que l'empire napoléonien, et je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, a un tout petit peu chamboulé les cartes en Europe. Un tout petit peu. Deux, trois, voilà. Bon, le fait que euh, le, les, l'équilibre politique européen ait été absolument chamboulé, hein, complètement transformé par la Révolution française, puis l'Empire de Napoléon, a nécessairement eu des conséquences aussi en Amérique. Je vous rappelle les cartes que je vous ai montrées au tout début de cet atelier. L'Amérique est entièrement contrôlée par des puissances européennes. Donc forcément, un changement politique en Europe aura nécessairement des conséquences sur le reste du continent. D'ailleurs, tiens, les États-Unis et l'Angleterre, vous pensiez que c'était la paix, hein? Eh bien non. Pendant les guerres contre Napoléon, les Britanniques, enfin Napoléon en fait, comme il ne peut pas défaire les Anglais, décide que le meilleur moyen de battre l'Angleterre sera de s'attaquer au commerce. Le fait que les Allemands aient la même chose à peu près 2 siècles plus tard n'a rien à voir. Non, un siècle et demi. Mais il impose un blocus continental interdisant en fait aux pays européens de commercer avec l'Angleterre. L'Angleterre fait à peu près la même chose et interdit à ses colonies de commercer avec la France. Or, les Américains, eux, euh, maintiennent des relations avec la France. Alors pour différentes raisons, des raisons économiques tout d'abord, des questions de souveraineté nationale aussi, et puis accessoirement parce que la France leur a quand même fait un super bon deal en leur vendant la Louisiane. Enfin, je veux dire, quand on dit Napoléon a vendu la Louisiane, c'est ça qu'il a vendu, hein. Je veux dire, il a vendu quand même un grand territoire. Très grand. Très très grand. Pour pas tant que ça en plus. Et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Charles Talleyrand Seyès de Périgord, en a gardé 25% pour lui à titre personnel. Et pour financer ça, les Américains ont dû emprunter à une banque anglaise. Bref. Toujours est-il que, afin de maintenir les, euh, le blocus continental, hein, les Américains et les Anglais finissent par rentrer en guerre suite à des conflits principalement commerciaux. Ce conflit dure 2 ans. Il ne se passe rien de majeur là-dedans. Les deux seuls événements qu'on peut retenir, c'est que les Américains, décidément, échouent à prendre le Canada, à envahir le Canada. Ils avaient déjà essayé pendant la guerre d'indépendance, ça avait été un échec. Ils ont réessayé pendant cette guerre, ça a encore été un échec. Euh, En 1813, les Canadiens, eux par contre, ils prennent Washington et mettent le feu au Capitole. Voilà, comme ça. C'est toujours. Euh, et par contre, donc, le 24 décembre 1814, ils finissent par faire la paix. Néanmoins, si ce conflit a permis de renforcer encore le sentiment national des États-Unis, puisque, comme vous le voyez ici, hein, la majorité des conscrits sont des contemporains de la guerre d'indépendance. Il y a quand même relativement peu de temps entre ces deux conflits, donc plusieurs d'entre eux ont fait les deux guerres, et cette hostilité face aux Britanniques permet de, par opposition, de construire cette espèce d'identité nationale contre l'autre. Néanmoins, la question dont je vous parlais précédemment, de la place des États au sein de l'Union, est posée avec insistance par certains États, et des journaux à l'époque parlent même de volonté sécessionniste. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les États en question, c'est des États de la Nouvelle-Angleterre, donc ceux qui ne seront pas du tout dans le camp du Sud pendant la guerre. Mais bref, je m'avance. En fait, la question ici, c'est que, là encore, hein, pour financer la guerre, il a fallu faire des taxes, il a fallu augmenter des impôts, et il y a des États qui disent, oui, bah en fait, voilà, comme nous on n'est pas menacés, et comme nous on voulait pas la guerre, bah en fait on se demandait s'il n'y aurait pas moyen qu'on paye moins que les autres, parce que finalement, voilà, on n'est pas concerné. Et donc forcément, ce type de question
qui peut paraître égoïste, et surtout que là je simplifie à outrance, mais ce type de question va nécessairement poser, là encore, cette idée de si nous sommes ensemble, jusqu'à quel point est-ce que nous sommes ensemble? Quelle est exactement la place que chaque État occupe dans ce qui est maintenant un pays? C'est bon? Donc là je viens de... Ici c'est bon pour la partie États-Unis. Donc là très rapidement ce qu'on va voir la prochaine fois, on va revenir un petit peu donc sur cette Europe napoléonienne, puisque l'Europe napoléonienne en fait, vous voyez que dans sa zone rouge, qui représente la zone d'influence des Français, eh ben, il y a l'Espagne, et donc le changement et le bouleversement politique en Espagne va avoir des conséquences et des ricochets immenses en Amérique du Sud, mais il y a aussi le Portugal qui sera envahi par les Français, et même si les Français échoueront à prendre Lisbonne à cause des lignes de Torres Vedra, hein, ils vont échouer à peu près ici les Français, le- l'invasion française du Portugal aura aussi des conséquences. Alors quelles sont-elles ces conséquences? Eh bien, ça va être l'indépendance du Brésil à plus ou moins long terme, puisque, donc vous le voyez ici, hein, le petit Portugal contrôle l'immense Brésil, et lors de l'invasion en 1811 du Portugal par les Français, le roi de l'époque, Pedro, bah, décide sereinement, hein, d'aller se réfugier dans un endroit où les Français ne pourront pas l'atteindre, protégé qu'il est par la Royal Navy, et il se réfugie au Brésil. C'est la première fois qu'un souverain portugais se rend dans cette colonie du Brésil. Donc ici je vous ai mis la citation pour qu'il met en avant, hein, pour expliquer à ces sujets pourquoi est-ce qu'ils les abandonnent pour aller au Brésil. Donc je vois qu'à l'intérieur de mon royaume marchent les troupes de l'empereur des Français et du roi d'Italie, avec qui je m'étais allié sur le continent. J'ai décidé que ma reine, la famille royale, sa suite ainsi que moi-même, partirions pour les États d'Amérique nous établir à Rio de Janeiro jusqu'à la proclamation de la paix générale. Ah ah. Le roi du Portugal est donc parti au Brésil. Que va-t-il se passer? Quand va-t-il revenir? Ça, c'est des questions absolument incroyables que nous verrons lors de la prochaine séance. Lors de cette prochaine séance d'ailleurs, donc je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle aura lieu. J'ai mis le lien vers un doodle. Je peux vous le remettre. Hop. Puisque lundi prochain, je serai occupé par le bac. Donc prochaine séance, nous verrons l'indépendance impériale version brésilienne, hein, comment est-ce que un pays devient indépendant à sa manière. On va voir aussi la libération des pays d'Amérique du Sud, hein, la fameuse figure de Simon Bolivar et du Libertador. On reviendra bien sûr aussi sur l'indépendance mexicaine qui est quasiment un cas d'école à elle toute seule. Et j'aurai quand même quelques mots pour les loyalistes du Canada, puisqu'on a trop tendance à les oublier. Si le temps le permet, mais je commence à croire que mon programme est beaucoup trop ambitieux, nous verrons également deux conflits. Premier, la guerre entre les États-Unis et le Mexique, où on va voir dans quelle mesure est-ce que des rebelles texans esclavagistes ont réussi en fait à gagner une guerre contre le Mexique. Et nous verrons là aussi de 61 à 65 la guerre de sécession, la deuxième naissance des États-Unis, conflit d'une importance majeure dans l'histoire, la mentalité de l'Amérique, que ce soit du 19e ou même aujourd'hui au 21e siècle, avec le débat sur les statuts confédérés, hein, aux États-Unis en ce moment, qui fait toujours rage. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez aimé, pas aimé, bref, enfin, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, voilà. Donc il faut qu'on trouve pour la semaine prochaine